Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de débuter la semaine en votre compagnie. On va parler litourisme aujourd'hui et la partenaire du lundi, vous l'avez compris, désormais, c'est Célia. Bonjour Célia, entrez. Technologique. Eh oui, technologique. Le lundi, c'est technologique. Asseyez-vous. Merci. On n'entend pas beaucoup la musique, mais on va parler de technologie. Oui, aujourd'hui, le lundi, c'est technologie. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un chiffre. Et le chiffre du jour, c'est 72%. 72%. Ça représente quoi? En fait, vous avez été plus de 7 sur 10 cette année à préparer vos vacances sur Internet. Et cette tendance, effectivement, s'appelle le e-tourisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça désigne toutes les activités en fait, qui lient à la fois le tourisme et Internet, parce que forcément, les nouvelles technologies et le tourisme étaient voués à converger un jour ou l'autre, et c'est arrivé. Ça fait partie du e-commerce. On avait eu l'occasion d'en parler déjà l'an dernier. Donc, le e-tourisme, finalement, ça se rejoint un petit peu. Alors, le e-tourisme, ça permet de préparer, d'organiser, de réserver via Internet tout son voyage, que ce soit la destination, l'achat du transport, l'élaboration du voyage, absolument tout. C'est une tendance qui est apparue en 98. Aujourd'hui, le e-tourisme, c'est à la fois destiné aux professionnels et aussi aux utilisateurs, puisque ça permet à la fois de faire la promotion pour les professionnels et à la fois de faire sa réservation quand on est un consommateur. Alors, les consommateurs du e-tourisme sont aujourd'hui désignés comme touristonautes. Touristonautes, oui. Ça veut dire quoi, touristonautes? C'est ceux qui se servent du e-commerce pour réserver leur voyage. Alors, le touristonaute, il y a 72% qui ont préparé effectivement cette année leur voyage sur Internet et il y en a 68% qui ont tenu compte des avis pour faire leur choix. Et ça, c'est très important, c'est une particularité du e-tourisme, puisqu'Internet, de toute façon, ça va faciliter la consultation des avis. Il y en a des millions et des millions, donc on peut trouver son bonheur et toute l'information. Et il existe un site qui est spécialisé, qui s'appelle TripAdvisor. Et moi, je vous propose de regarder en quoi il consiste et on en reparle un peu après. Cette année, vous avez été 18 millions de Français à préparer vos vacances sur Internet. Choix de la destination, de l'hôtel ou du restaurant. Désormais, le critère de sélection, c'est l'avis des autres consommateurs. Il existe une multitude de sites dédiés à l'organisation de votre séjour. Parmi eux, TripAdvisor. Créé dans les années 2000, il se revendique le plus gros site de voyage sur le web. Il génère plus de 60 millions de critiques et autant de visiteurs chaque mois. Entièrement gratuit pour les utilisateurs, on y trouve un avis sur l'ensemble des destinations à travers le monde. Photos, vidéos, réseaux sociaux ou encore forums, 67% des internautes donnent leur opinion sur leur séjour. Positif ou négatif, à vous maintenant de publier votre avis pour aider les autres à faire bon voyage. Ah oui, c'est maintenant qu'on donne nos avis. Hein. Oui. On va voir un petit peu à quoi ça sert ces avis sur Internet, puisqu'on a toute l'année justement pour les poster, pour préparer son voyage. Et pour ce faire, nous allons accueillir nos deux invités du jour, Éric Ferrard et Jean-François Rossi. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Bonjour Luc. Très bien de vous retrouver. Bonjour. Jean-François, asseyez-vous, prenez place. Je suis content de débuter la semaine en votre compagnie. Éric, vous avez passé de bonnes vacances? Très bonne. Ça fait longtemps quand vous n'avez pas vu sur le plateau d'INSEE. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Alors, l'application TripAdvisor, Célia, avant que nous en parlions avec nos invités, oui. C'est quoi? C'est 200 000 hôtels référencés, c'est ça? C'est plus de 200 000 hôtels qui sont référencés, il y a plus de 30 000 destinations. Vous avez, on l'a dit, près de 60 millions d'utilisateurs chaque mois et autant des visiteurs et autant de postes sur l'ensemble des destinations. Et vous avez tout le temps des avis qui permettent à tout un chacun de faire son choix. De savoir si l'hôtel est bien, le restaurant est bien. Et il y a quelqu'un qui a eu une idée, c'est de dire si ça existe au niveau mondial, moi je vais le faire en Corse. Et c'est vous, Jean-François Ross, si vous avez décidé de créer en quelque sorte une appli où manger en Corse, c'est ça? Alors, c'est une application qui a été créée pour le compte d'un partenaire de la CITEC qui s'appelle Corsica Booking et qui effectivement voulait donner un outil aux restaurateurs insulaires pour aujourd'hui faire la promotion de leur établissement. On a eu un premier démarrage, je crois, avec 200 restaurateurs qui ont suivi. Oui. Donc il y a une volonté aujourd'hui de faire la promotion de leur établissement sur Internet. La problématique des avis, c'est plus difficile. Et là, de toute façon, j'apprendrai rien aux gens qui s'y intéressent. C'est délicat, parce que si on permet à l'internaute de poster son avis, on lui permet de poster un avis négatif, voire très négatif. D'accord ?
Le problème des avis aujourd'hui, c'est qu'ils sont la plupart du temps anonymes. Donc nous, on a fait un choix pour la première année, c'est de demander aux gens de spécifier un compte Facebook pour poster un avis. Et là, il y a beaucoup moins de gens qui postent des avis, puisqu'on pourrait ensuite... Quand t'es pas à visage masqué, on a du mal à... Donc c'est beaucoup plus délicat. Le problème, c'est que les avis anonymes aujourd'hui, on sait qu'on a des entreprises soucieuses de leur réputation Internet, de leur e-réputation, qui payent des agences spécialisées pour poster des avis positifs en nombre. Donc c'est un système qui va peut-être se réguler, mais de toute façon, c'est la problématique des réseaux sociaux. On fait confiance à un moment au plus grand nombre. Alors nous, on s'insère dans cette problématique. Donc, vous, votre application nous dit où manger en Corse et où ne pas manger en Corse. Alors, c'est ça, en gros? Non, pour l'instant, on dit pas. Alors, pour l'instant, on ne dit pas où ne pas manger. Je vais être clair. Hein. Où manger en Corse, c'est un service qui est un service marchand. Le restaurateur paye pour être inscrit sur où manger en Corse. Donc, c'est plus un service de promotion. On est confronté, nous, à un moment, à un choix qui n'est pas cornélien, mais quasiment. Si je fais payer le restaurateur pour faire sa promotion, je ne vais pas non plus à un moment favoriser les avis négatifs. Par contre, on a certains restaurateurs qui nous disent « Moi, je suis sûr de mon établissement, on peut mettre des avis en ligne, il n'y a pas de problème. » Bon, il y a très peu d'établissements en Corse qui ont des avis très négatifs. On peut aller regarder les sites aujourd'hui sur TripAdvisor ou sur le Routard ou tous ces gens-là. Il y a quand même peu de mauvais établissements. Par contre, il y a beaucoup d'établissements qui gagnent à être connus et qui n'ont pas encore de visibilité suffisante. Alors, on a la liste pour savoir un petit peu tous les avis. Il y a plein de sites. Hein. On a combien il y a de sites pour savoir les avis, Eric? C'est support influent dans le tourisme. Oui, il y en a. En tout cas, il y a des sites anglophones, il y a des sites en français. Ouais. Les sites d'avis, aujourd'hui, il y en a une bonne vingtaine qui sont des sites de référence. Il faut savoir que ces sites d'avis, aujourd'hui, sont agrégés aussi... Ça, c'est les supports influents dans le tourisme. On voit qu'il y a les sites d'avis voyageurs. Donc, on voit TripAdvisor, bien sûr, Trivago. Donc, on a des sites d'avis et des sites qui font part d'avis, mais sous forme de forum de discussion. Donc, sans donner une note, disons. Donc, il y a des sites d'avis orientés vraiment à la notation de la prestation. Et puis, il y a des sites d'échange, de forum. On dit c'est bien, mais on note pas vraiment. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les sites d'avis sont très influents. J'aimerais bien, je vous coupe 5 secondes, mais on a vu une palette intéressante. Là, on va revenir un petit peu là-dessus. On voit donc, selon, il y a pour le camping, on voit que vraiment en fonction de la réservation, du séjour que l'on veut, il y a Zoover, il y a Top Rural, Lineout, etc. Hein. Tout à fait. Alors, il y a des sites qui sont plutôt orientés hôtellerie, des sites qui sont plutôt orientés restauration. Le cas de Où manger en Corse, ce sont évidemment des restaurants qui sont ciblés sur le site. Et puis, on a des sites plus spécialisés sur le gîte rural, sur le camping à la ferme, etc. Bon. Donc, tous ces sites amènent, notamment les sites d'avis, amènent des notations, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que quand vous allez sur des moteurs de recherche comme Google, vous avez une agrégation, finalement, de la note issue des différents sites. Donc, quand vous faites une recherche d'un restaurant ou d'un hébergement sur Google, eh bien, vous avez Google va vous remonter les avis de ces sites, notamment de TripAdvisor. Ce qui fait que dans le référencement, vous avez déjà votre notation qui est véhiculée, ne serait-ce qu'au moment où vous utilisez un moteur de recherche. Ce qui est très important en termes d'image, puisque cette image remonte même dans le moteur de recherche, voyez-vous. Donc c'est là où il y a quand même une grande vigilance à avoir pour l'hôtelier qui est référencé et qui, justement, se retrouve dans un TripAdvisor, puisque c'est de celui-là dont on parle en particulier aujourd'hui, puisqu'il doit se préoccuper des avis et de sa notation pour vérifier que son image de marque est bien la bonne et que ce ne sont pas d'anciens avis qui sont véhiculés sur, par exemple, une construction qui se fait à côté de l'hôtel et les gens ont dit c'est un hôtel bruyant parce qu'à un moment donné, à côté de l'hôtel, il y avait un chantier de construction. Donc il faut constamment les réactualiser. C'est ce que vous... Il faut être soucieux de sa réputation. Donc il faut bien faire son métier, puis il faut essayer de combattre à un moment les avis par trop négatifs. Parce que j'ai des chiffres sous les yeux, 67% des internautes donnent leur avis sur un établissement. C'est incroyable ça. Oui. Oui. Célia, 67%. C'est très lu les avis. Hein.
Il y a un côté voyeur. Il y a lire et le donner quand même. Donc avis. effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent témoigner. Là, c'était bien, c'était pas bien. C'est incroyable. C'est très lu, mais alors attention, hein, il y a quand même un bémol à apporter puisque les gens sont quand même assez frileux. Effectivement, on en tient compte, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, effectivement. Mais les gens savent que parmi les avis, il peut y avoir des faux avis. Et les faux avis, le problème, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est qu'il faut des avis certifiés et ça n'existe pas. Pas encore. Alors, il y a des sites qui le proposent, des sites comme Booking, puisque, en fait, c'est corrélé à l'achat. Puisque vous avez fait votre réservation sur le site, on sait que vous êtes allé dans cet endroit et on sait que l'avis que vous allez poster est, a priori, de bonne foi, qu'il soit positif ou négatif. Par contre, le site TripAdvisor, lui, que vous y soyez allé ou pas, finalement, on n'a pas une preuve et vous pouvez mettre l'avis que vous voulez. Et il existe même des entreprises qui sont rémunérées pour aller poster des avis et générer... Et ça les gens le savent, puisque désormais, 86% des internautes faisaient confiance aux avis en 2010, alors qu'ils ne sont plus que 66% aujourd'hui. On voit qu'on a peur. Hein. On a vu tous des reportages où on voit des gens qui sont payés à donner des bons avis et des mauvais avis sur Internet. Oui, mais... Enfin, des mauvais, surtout, quand même, ça se régule. Ce que l'on dit, c'est que finalement, le phénomène, il s'autorégule de par le fait que, comme on disait tout à l'heure, de plus en plus d'internautes donnent un avis. Donc c'est très difficile ensuite de faire infléchir un avis par rapport à la masse. Donc c'est en fait, il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle L'intelligence des foules. En fait, l'intelligence, elle vient du nombre. Donc l'intelligence de la vie vient du nombre. Alors bien évidemment, certains prétendent et fournissent les moyens de relever un avis des boîtes un peu scrupuleuses, mais on voit aussi qu'il y a une autorégulation qui s'exerce et à un moment donné, il y a détection aussi d'avis frauduleux par les sites eux-mêmes, donc TripAdvisor notamment, met à un moment donné des encarts. Nous avons des avis, mais nous ne sommes pas certains que ces avis soient honnêtes. Est-ce que ça a une influence concrète, puisqu'avec cette application, vous dites que vous ne faites pas trop d'avis, mais enfin, est-ce qu'il y a vraiment une influence avec un avis négatif? Est-ce que ça peut vraiment couler un établissement plusieurs avis négatifs? Un avis négatif fait beaucoup plus de mal que ce que 10 avis positifs font de bien. Ça, c'est une règle de base du commerce. Un client mécontent, aujourd'hui, vous fait beaucoup plus de mal que 10 clients satisfaits. Donc, les avis positifs, oui. Si par ailleurs, dans le monde réel, le bouche à oreille est favorable sur des restaurants insulaires, ça ne peut qu'apporter un mieux. Par contre, un avis négatif, attention, oui, ça peut faire énormément de mal à un établissement. Et alors, Attendez, je crois que nous avons un SMS. Comment savoir si les avis ne sont pas bidons, justement? C'est une question SMS. N'hésitez pas à poser vous aussi vos questions. Vous envoyez un SMS et les invités, vous voyez, répondent en direct. Aujourd'hui, on a une méthode qui est très simple. On suit aussi à un moment nos clients restaurateurs, on les suit aussi dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on va manger chez eux, on interroge un peu les gens sur place. Donc quand on entend à un moment ou quand on reçoit un avis catastrophique sur une maison qui par ailleurs fonctionne très bien, on se dit bon, c'est peut-être quelqu'un qui est passé au travers. Quand on reçoit plusieurs avis très négatifs sur un établissement qui par ailleurs, je dirais, a pas une excellente réputation, on se dit ok, ça tient peut-être debout, ce ne sont pas uniquement des avis frauduleux. Après, il faut une valeur ajoutée, il faut une connaissance à un moment, je dirais, de son environnement. Et est-ce que justement, il faut se mettre à la page un petit peu quand on est un établissement, Eric, c'est-à-dire répondre à ces avis finalement, hein, voilà. Puisque l'important c'est que l'établissement réponde, mais que ce soit un avis négatif ou positif. Alors, oui, l'avis est très important dans le sens où, d'abord, il faut que le propriétaire d'un établissement touristique, aujourd'hui, de toute façon, il sait que s'il n'existe pas sur Internet, il n'existe plus. Bon, ça c'est... il n'existe plus pour la clientèle et pour donc le monde moderne. Oui, parce qu'on rappelle hein, le chiffre sur lequel on a commencé l'émission, 7 touristes sur 10 consultent Internet avant de préparer leurs vacances. Exactement. Donc la cueillette pouvait se faire avant sans Internet. Aujourd'hui, avec les applications mobiles, les smartphones, tous ces téléphones, eh bien, chacun a dans sa poche l'application mobile, est en mesure d'avoir en ligne un restaurant qui, lui, va être référencé sur, par exemple, Où manger en Corse ou sur TripAdvisor, et puis il n'ira pas manger dans l'autre restaurant parce que, d'abord, il n'a pas su le détecter sur son application et que donc le restaurant n'existe pas. Donc même au niveau de la cueillette, ça pose des problèmes. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le restaurateur se préoccupe des avis.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche son établissement, à minima, il recherche son établissement sur Internet, s'il y existe, et puis il regarde les avis qu'il a reçus. Et quand il voit des avis qui dévalorisent son établissement ou qui nécessitent une réaction, donc on parlait tout à l'heure des faux avis, quand il voit un faux avis, à ce moment-là, eh bien, il se manifeste auprès du site pour dire « Moi, je suis l'hôtelier et je voudrais répondre à cet internaute » par un avis authentifié qui est celui de la personne qui a l'établissement. Et ça, c'est possible avec TripAdvisor en se créant un profil au niveau de TripAdvisor, qui est le profil, en fait, propriétaire d'établissement. Et là, vous avez il y a un petit onglet propriétaire, exactement, on clique dessus, et je peux répondre. Et à ce moment-là, vous êtes référencé comme le propriétaire de l'établissement et vous avez un droit de réponse au niveau des avis. Et il faut faire attention à la réponse, j'ai cru lire, parce que si on fait une réponse sèche en disant c'est n'importe quoi à ton avis, c'est mal vu. Hein. L'avis, il faut toujours qu'il soit du propriétaire, vous avez raison, ou vous n'avez pas raison, en tout cas, je vous explique. Alors, voilà. À qui appartiennent, attendez, juste avant de répondre, à qui appartiennent les sites comme TripAdvisor? C'est à Expedia. Au groupe Expedia, qui est un groupe, une société américaine, une agence de voyage en fait qui est assez colossale. C'est le 3e plus gros site, la 3e plus grosse entreprise présente sur Internet au monde. Ah, d'accord. Pour imaginer un petit peu ce que représente le e-tourisme. Ok. Ce qui pose un problème de déontologie. Hein. Oui, exact. C'est une banque et une agence de notation qui appartiennent au même groupe. En gros, si on transposait ça dans le monde de la finance, c'est ça. D'ailleurs, il y a eu un souci, je crois. Il y a eu un souci en octobre. En octobre 2011, oui, il y a eu une plainte contre Expedia, Hotel.com et TripAdvisor, puisqu'à un moment donné, il y avait un conflit d'intérêts et que Hotel.com propose des hôtels qui sont référencés sur TripAdvisor. Et les hôtels qui étaient affichés, en fait, étaient censés être pleins. Enfin, il n'y avait plus de places disponibles, alors que ce n'était pas vrai. Et, ils ont dû payer une amende, ils ont dû payer une amende à la brigade de répression des fraudes. 427 000 €. Oui, quand même. Ok. Donc alors, la réponse du propriétaire, Eric. Alors, la réponse du propriétaire, elle doit être prudente parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un commentaire qui est émis, il y a un référencement qui augmente pour votre site. Or, s'il y a un dialogue qui s'engage entre le propriétaire et l'internaute qui fait un mauvais commentaire autour s'il y a un dialogue qui s'engage autour d'un commentaire négatif, vous allez avoir un référencement qui va augmenter, mais sur votre commentaire négatif. Donc, il faut éclairer les propriétaires d'établissements sur la façon d'utiliser ces réseaux et la façon de gérer ces réseaux sociaux par rapport à l'offre commerciale que l'on fait. Donc c'est toute une culture à modifier au sein de il ne faut pas se contenter d'avoir un site internet aujourd'hui. Non, c'est plus possible. Et le site internet peut avoir justement des conséquences aussi un peu négatives sur le site et sur la fréquentation du site. Parce qu'aujourd'hui, un site internet qui n'est pas à jour, qui ne révèle pas vraiment l'image de l'entreprise, peut être plutôt un site qui dévalorise l'image plutôt qu'il ne la valorise. Donc les réseaux sociaux, l'hôtel doit être présent sur les réseaux sociaux et doit faire une veille active sur les notations qu'il reçoit, qu'elles soient positives ou négatives. Et d'ailleurs, les internautes préfèrent un avis négatif où le propriétaire du restaurant ou de l'hôtel va réagir, va commenter, plutôt qu'une pléthore d'avis positifs, puisque on va trouver ça suspect. Voilà, c'est pas réaliste. Jean-François, vous, c'est les établissements qui rentrent en contact avec vous. Comment ça se passe, justement? Est-ce qu'on a des gens avisés, comme le voudrait Eric? On a toute la typologie de clients habituels. On a des gens qui entrent en contact avec nous, qui maîtrisent bien ces aspects communication sur Internet et gestion de leur réputation. Et puis après, on a des gens qui aujourd'hui sont victimes de tout ça, d'après ce qu'ils nous en disent, et qui nous disent « Regarde, est-ce que vous pourriez pas aussi nous sortir un mauvais avis sur TripAdvisor ?» Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On a souvent cette demande. Est-ce que vous pourriez pas les contacter entre informaticiens? Pas du tout. Le jeu, c'est aujourd'hui... on prend tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais. Maintenant, il y a une grande inquiétude quand même des professionnels insulaires. Nous, on a aussi des portails d'hôtels, des choses comme ça. Il y a une grande inquiétude sur la visibilité de notre offre touristique sur Internet, puisque là, on est quand même en compétition avec la terre entière, et c'est pas évident d'arriver à faire la promotion de l'île. Alors, il y a quand même un élément sur la Corse qui est intéressant de signaler, c'est quand même une forte conscience de ces enjeux-là dans les offices du tourisme.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les offices du tourisme de la Corse sont des offices très avertis sur ces questions, sur les questions dont on parle aujourd'hui. Bon, on n'en a pas sur le plateau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les offices du tourisme se chargent d'acculturer ils essayent, mais enfin, apparemment, il y a quand même une inquiétude, vous dites, Jean-François. Il y a une inquiétude, mais je partage l'avis d'Éric. Nous, on a des offices de tourisme qui, aujourd'hui, intègrent des solutions de réservation en ligne sur des portails avec qui on travaille, qui prennent vraiment conscience de ce problème, qui en discutent avec leurs adhérents, avec les professionnels. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a une problématique qui est de ne pas tomber en trop grande dépendance sur les grands distributeurs internationaux qui sont en capacité de vendre la Corse aujourd'hui, mais de moins bien la vendre demain, de faire passer avant nous d'autres destinations. On ne maîtrise pas complètement ces canaux de commercialisation. 60 millions de critiques sur TripAdvisor. Ouais. Chez vous, combien vous avez de... C'est en dizaines. On a démarré cette année. On n'est certainement pas à 60 millions. C'est une autre approche. Nous, on a une approche qui est beaucoup plus locale. Nous, la typologie du client qui va télécharger l'application ou manger en Corse... Elle est gratuite ? Elle est complètement gratuite. Il débarque du bateau, il débarque de l'avion, il a installé l'application ou il est sur le point de l'installer. Il est à Ajaccio un soir en train de se balader. Tiens, où est-ce qu'on peut aller manger? C'est ça l'idée. Il peut chercher, il y a une nouvelle version qui va arriver là. On va aussi à un moment identifier les restaurateurs qui ont des activités, de l'événementiel en plus, je dirais, tout simplement la prestation repas. Comment organiser une soirée? C'est une toute autre approche, c'est une approche vraiment locale. C'est toute l'année ou c'est que pour les vacances, que pour le mois de juillet? C'est toute l'année. Toute l'année, hein? Donc là, il y a 200 restaurateurs pour l'instant. L'objectif, c'est de passer... 200, c'est pas grand-chose. C'est rien. À 2000. Oh non, 800 déjà, c'est très bien. 800, okay. C'est très bien. On y arrivera en 2 ans. Si vous êtes propriétaire d'un établissement et que vous voulez une astuce, justement, vous allez sur Où manger en Corse, mais il y a une autre astuce. C'est l'heure de l'astuce. Et pour ce faire, nous accueillons Florent Lucioni. Bonjour Florian. Tout jeune, comment allez-vous? Prenez place, prenez place. Alors vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux notamment, et il y a Foursquare, c'est votre dada. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Foursquare. Alors Foursquare est un réseau social qui va nous permettre d'explorer un petit peu le monde qui nous entoure. Le principe, c'est un réseau social comme on les connaît, une liste d'amis avec lesquels on peut interagir. Et le concept est d'arriver dans un lieu et de pouvoir dire à notre liste d'amis qu'on s'y trouve. Mais au-delà de ça, un côté beaucoup plus ludique où toujours il y a ce côté de recommandation sur les lieux. On va pouvoir laisser des avis, on va pouvoir laisser des astuces. Et il y a toute une partie de jeu il y a plein de choses à faire sur Foursquare. Donc on arrive dans un établissement, on dit voilà, je suis allé, on va dire au bar en face de France 3, d'ailleurs, enfin on va pas faire de la pub, mais voilà, je suis là. Tiens, c'est super, on va le dire une fois, et à chaque fois qu'on vient, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La première fois qu'on le dit, si jamais des gens sont passés avant nous et ont déjà laissé des avis. Oui. Et en checkant, ça s'appelle un check, on va gagner des points. Et il y a ce côté ludique qui permet d'interagir avec sa liste d'amis sur acquérir le plus de points possible. Le plus de points, mais le point c'est symbolique. Ce qui se passe aussi, Eric, c'est que l'établissement peut dire celui-là il vient souvent dans mon établissement, donc du coup je vais le faire une réduction. C'est comme ça. Voilà, alors c'est ça. Foursquare c'est un modèle finalement de jeu. C'est une application qui fait de la géolocalisation et à la fois qui est ludique dans le sens où elle permet à ceux qui se géolocalisent à un endroit donné de cumuler des points. Et le premier aspect de Foursquare, c'est de devenir mayor pour un lieu donné. Donc c'est un restaurant, un café, une piscine, ce qu'on veut. Et à partir de là, comme ça il peut se connecter si jamais. Voilà, et à partir de là, on cumule des points et on cumule des badges. Et en fait, les lieux présents sur Foursquare ont la capacité de faire des promotions par rapport aux badges obtenus, par rapport au nombre de points obtenus, en disant si vous êtes utilisateur Foursquare, venez chez moi, je vous fais le café gratuit. Ou venez chez moi, vous avez le droit à un petit cadeau, etc. Et ça, c'est très... Donc l'intérêt pour les établissements de suivre Foursquare pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui viennent le plus dans leur établissement, alors. Foursquare, qu'est-ce qu'il fait?
l'établissement s'inscrit auprès de Foursquare et puis fait des offres promotionnelles et à travers ces offres promotionnelles attire le client Foursquare, c'est-à-dire l'utilisateur Foursquare est attiré. Qu'est-ce qu'on voit là, Célia ? Là, Florent a publié sur son profil Foursquare qu'il était sur le plateau d'INSEE. Bon, il n'y a rien à gagner. Donc il s'est géolocalisé. Comme étant à France 3 Corse. Avec une image, une photo à l'appui. Mais vous pouvez voir aussi tous vos amis et vous pouvez géolocaliser tous vos amis aussi, voir où ils sont les autres. Hein. Foursquare, c'est ça le problème. Oui. Le principe, c'est moi je suis là, moi je suis là, moi je suis là, toi tu es où, nous on est là et ça c'est bien. Mais s'il regarde sur ses amis, il sait où sont ses amis sans vouloir dévoiler sa liste d'amis. Sans vouloir dévoiler sa liste d'amis. On voit les stats là par contre. Hein, voilà, ça c'est vos statistiques. On voit par exemple de Mayor que j'ai. Donc les Mayor sont calculés sur un nombre de check-in sur une période de 2 mois. Les endroits préférés. Et donc, toutes les catégories les plus explorées. Check-in, c'est-à-dire quand vous arrivez dans un endroit, hop, vous checkez. Moi, je suis arrivé, donc on est meilleur quand on a checké le plus grand nombre de fois. Mais ça vous interpelle, Célia. Hein, il y a un moment donné, avec la géolocalisation, il y a un problème de respect de la vie privée qui va se poser, puisque vous êtes dans un endroit, on sait forcément que vous y êtes, et si vous n'avez pas forcément envie de dire que vous avez été à tel ou tel endroit. L'application, effectivement, est très pratique puisqu'elle va vous donner des avis, elle va vous donner des infos, vous allez avoir des promotions et en même temps, si vous n'avez pas envie de dire aux autres, à ces fameux amis où vous êtes, il y a un souci. Alors, l'application Foursquare part du principe que comme vous acceptez l'application, vous êtes d'accord pour qu'on vous géolocalise et qu'on donne votre position. Mais le problème, c'est que Foursquare a été jumelé avec une application qui s'appelle WePlace et c'est une petite carte qui va situer votre trajet. Et c'est là, à un moment donné, qu'il va y avoir on va carrément situer le trajet, carrément. Oh oui, on vous suit à la trace. Alors, ça donne une mine d'informations aux gens de Foursquare qui font de la constitution de fichiers. À mon avis, à partir de ça, au niveau marketing, c'est une mine d'or. C'est comme Facebook. Mais donc il y a intérêt, quand on est propriétaire d'un établissement, de rentrer en contact, afin de suivre ça, puisqu'on peut suivre ses cibles. Bien sûr. Le problème, ça va être de se tenir au courant de tout ce qui sort et d'être présent sur tous ces médias, sur toutes ces applications. Pour un restaurateur, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui d'être présent partout et de se soucier de tout. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il ait quelques clés. Je suis assez d'accord là-dessus. Il faut qu'il ait quelques clés et qu'il ait des référents qui lui apprennent les quelques clés pour vivre sur le net. Voilà. Et ça, beaucoup aujourd'hui d'établissements ne disposent pas de cette culture-là, ce qui est dommage, parce que son image peut très vite se dégrader, on l'a vu, comme se bonifier d'ailleurs sans qu'il le sache, ce qui est peut-être parfois aussi l'autre côté de la pièce. Et puis, il y a des outils comme Foursquare qui peuvent donner aussi des opportunités à des commerçants pour créer de nouveaux espaces de marché. Et ça, il faut qu'il soit en veille, attentif à ça, et qu'il trouve les relais, justement, pour lui donner l'information, la bonne information au bon moment. Lui dire Foursquare, ça peut t'intéresser, mais de là à ce qu'il se renseigne lui-même sur la centaine et le millier d'applications qui existent, c'est... Le point de départ, c'est de bien faire son métier quand même. Hein. Non, mais c'est de bien faire sa cuisine, de bien accueillir ses clients. Oui. Parce que ça, à la limite, on le sauvera plus facilement que d'essayer de se créer une bonne réputation. Si on il faut les deux, quoi. J'ai bien compris, il faut quand même les deux. Et on voit une tablette. TripAdvisor, pardon Luc, qui fait vraiment au niveau de la stratégie marketing, tout le conducteur pour pouvoir. Alors, il vous explique que vous devez vous connecter à l'espace propriétaire. Ensuite, il vous fournit des outils marketing. Ça commence par un petit autocollant que vous codez sur la porte de votre établissement. Après, on vous fournit des cartes que vous laissez aux clients et on vous demande ensuite, enfin le propriétaire va vous demander d'aller laisser un avis, d'aller poster un avis après être allé dîner là-bas. Et ça se décline sur les réseaux sociaux. Il y a des offres spéciales, des offres de téléphonie. Enfin, c'est vraiment très détaillé sur le site de TripAdvisor. Célia, à votre avis sur la cantine d'INSEE? C'est une question Internet. Je suis jamais allée, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Par contre, il y a une chose où je peux répondre. Il y a une chose, c'est que là, le tagine qui a été préparé tout à l'heure pendant le Mondia INSEE, il est évident que nous allons être quelques-uns à le manger. Voilà, donc la cantine, c'est souvent le reste du Mondia INSEE quand les techniciens ont bien voulu nous laisser quelque chose. On revient un petit peu peut-être sur, on a vu, la tablette, c'est vraiment un outil indispensable maintenant, Célia. C'est le nouvel Eldorado du e-tourisme, la tablette. Les réservations qui ont été faites cette année sur le e-tourisme
tourisme ont été faites en majorité sur la tablette. Alors, Eric en parlait, les fameux mobinautes, c'est ceux qui se servent de leur téléphone mobile justement pour savoir si, quand on va dans un endroit, l'endroit est bien ou pas. Par contre, quand on prépare, c'est davantage la tablette qui fait cet objet d'outils de réservation. C'est à peu près 15% des utilisateurs qui se servent de la tablette. Ils se servent également du mobile, mais c'est moitié moins. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la tablette inspire confiance aux utilisateurs. Alors, je ne sais pas forcément pourquoi, mais plus que l'ordinateur pour faire ces réservations. Alors, ça doit être synonyme de vacances. Plus détendu sur la tablette. Oui, mais on peut l'utiliser couché sur le lit, sur le canapé. On est une proie plus facile, mais bien sûr. C'est incroyable. Sur le PC, on est assis devant le bureau, on est peut-être plus en situation de défense. La tablette, vous êtes un peu affaibli déjà. Quand vous l'avez entre les mains, vous avez tendance à plus facilement. Et il y a la marque à la pomme qui a compris ça et qui veut faire elle tout en un, non, je crois. Oui, de créer la I. C'est e-travel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis juillet dernier, Apple a bénéficié de nouveaux brevets qui visent en fait la réservation. C'est pour faire un packaging de la réservation. L'application e-travel existe déjà, mais elle propose que des avis comme TripAdvisor. Alors, ce que Apple est en train d'essayer de faire, c'est de récupérer l'ensemble des brevets qui va pouvoir matérialiser une application qui va permettre de faire à la fois la réservation, l'hôtel, le restaurant, enfin tout en un. Et ce serait une application qui serait directement fournie par défaut sur la tablette ou sur le téléphone. Et ça montre bien qu'il y a un marché colossal autour du tourisme. À tel point que le premier signe quand même qui est aujourd'hui visible, c'est Google. C'est aujourd'hui quand même un point d'entrée facile dans le référencement pour un hôtelier qui n'a pas de site web. C'est bien de se référencer sur Google Maps notamment, parce que c'est un point d'entrée qui aujourd'hui est le point d'entrée le plus commun pour l'ensemble des internautes. Alors bien évidemment, la déclinaison tablette et mobile est en train de transférer les usages sur la mobilité et le fait que tout le monde interrogera sa tablette ou son mobile, où qu'il soit. C'est pour ça que ça souligne l'importance d'y être ou de ne pas y être. Celui qui n'y sera plus, il n'y sera plus. Même si physiquement il est là. Allez, merci infiniment. Merci à tous les trois. On retrouve Diane dans 5 petites minutes. On va aller du côté de Fouriane. Et en attendant, c'est Stéphane Ouchiat qui vous présente le journal. À tout de suite.